Podcast inachevé. Saison 2, épisode 4. Maintenir l'attention aux œuvres longues. Je n'arrive plus à lire de livres longs. Voilà la phrase que vous avez peut-être entendue dans votre entourage et qui est de plus en plus fréquente. Bienvenue à tous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast inachevé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attention aux œuvres longues et surtout de la manière dont cette attention se perd et s'effrite au fur et à mesure des années sur notre incapacité à pouvoir soutenir des lectures qui sont particulièrement engageantes sur des livres qui sont longs et qui demandent certains efforts. Donc je suis toujours accompagné de Louis et de Marine. Il est de retour. Mais en Il est physique de cette retour fois. physiquement avec nous, en France. J'ai le plaisir d'être physiquement de retour en effet. Peut-être un petit cadrage conceptuel pour commencer. Avant de s'aventurer dans les œuvres longues en particulier, je vous ai demandé de lire un petit article qui traite de la comorbidité des troubles de lecture avec les troubles de l'attention de type TDAH. Et donc on va en parler rapidement. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer notre capacité à se confronter à des œuvres longues, mais il y a aussi ces problématiques qui sont cognitives, qui relèvent de la perte ou du déficit de l'attention. Dans l'article qu'on a lu, on a vu que cette comorbidité empêchait même un diagnostic ferme et surtout un traitement adapté, puisque parfois il y a plus qu'un trouble de l'intention qui participe à cette insuffisance de capacité de lecture. Il y a aussi des désordres de la capacité de lecture et c'est très dur à identifier. Tout ça fait partie de troubles développementaux, c'est-à-dire que c'est des capacités qu'on est censé développer avec le temps et qu'on a de plus en plus de difficultés à faire. Il y a une partie qui est génétique, il y a aussi une partie qui relève des facteurs à risque. Et donc on va pas trop parler de cette partie psychologie cognitive, ça nous intéresse pas tant, mais ça nous permet d'avoir un bon cadrage conceptuel. Voilà. Oui, non, c'est vrai que quand tu m'as donné quand tu nous as donné à lire l'article, en fait, c'était un point de vue qui était quand même très scientifique et je sais pas ce que t'en penses, Marine, mais c'est vrai que quand on pose la question de maintenir l'attention aux œuvres longues, moi je pensais d'abord à plusieurs notions un petit peu vagues en tête. J'avais l'idée, par exemple, de jauger de la difficulté d'une œuvre. Est-ce que la longueur d'une œuvre, ça rentre dans la difficulté, par exemple, pour interpréter l'œuvre, ou même pour la comprendre? Et oui, c'est vrai que du coup, j'imagine que ça ne va pas être un épisode dédié à la scientificité du TDAH ou même d'autres conditions, parce que là, du coup, on n'aura pas grand-chose à rajouter. On est pas Enfin, super calé voilà, dans ce enfin, domaine-là. c'est pas trop notre domaine, donc voilà. Mais peut-être effectivement dire ce qu'on entend par longueur, peut-être, enfin, selon les médiums, parce que ça peut être intéressant. Par exemple, genre pour un livre, pour vous, c'est quoi un livre long? Enfin, un livre, un roman ou un essai d'ailleurs, selon le genre. Toi, Marine, par exemple, pour un roman long, c'est quoi? C'est combien de pages? Je sais pas, je crois que c'est un peu changé parce que ça dépend aussi de nos capacités à lire et quand et comment. Euh, En prépa, un ouvrage long, je sais pas, c'était. J'avais pas l'impression qu'il y ait d'ouvrage long, je sais pas comment expliquer, mais tout était lisible et j'avais pas de difficulté à me lancer dans quelque chose, il n'y avait pas de frein initial à la lecture, alors que maintenant, je sais que j'ai plus de difficulté à appréhender une œuvre si elle dépasse, allez, les 500 pages. Je me dis, ok, c'est une œuvre longue, ça va me prendre du temps, ça va être compliqué. Par exemple, Béatrix, tu vois, c'est pas une œuvre très longue, elle est relativement courte, mais elle est quoi? Elle est à 430 pages, quelque chose comme Ouais, je ça. crois, ouais. C'est de Balzac. Et je sais pas, je commence à sentir que c'est une œuvre longue. Donc je pense que ça, c'est encore quelque chose de différent. C'est pas tendu à sa longueur que à son contenu. Mais je dirais, voilà, 450-500 pages, ça commence à être une œuvre longue. Ça commence à être une œuvre, en tout cas romanesque longue, mais peut-être que pour les essais, Vincent, c'est quoi pourtant un essai philosophique ou n'importe quel type d'essai? Ouais, est-ce que du coup la longueur d'un essai rentre dans sa difficulté aussi? Ah ouais, alors ça c'est une bonne question. C'est vrai que les standards sont peut-être pas les mêmes en philosophie. On est obligé de se confronter à des œuvres qui sont particulièrement longues. Si on prend n'importe quel grand classique en philosophie, l'éthique, l'être et le néant, être étant, la volonté,
Non, non, n'importe quoi. Le monde comme volonté et comme représentation, on est forcément sur des ouvrages qui sont extrêmement conséquents, mais on ne lit que très rarement un ouvrage frontalement, en commençant par le début, en finissant par la fin. En philosophie, on se confronte toujours à des extraits, on écoute de conférences, on va aller voir des petits passages, des petits fragments, et c'est par petits ajouts successifs qu'on va avoir une maîtrise cohérente et plutôt globale d'une œuvre. Donc c'est assez rare d'avoir une lecture comparable à celle d'une œuvre romanesque longue. Mais par contre, par exemple, moi j'habite de lire plus des articles maintenant, Mhm. je peux tomber sur un article qui me paraît particulièrement long, mais parce que je suis obligé de le lire en entier pour le coup, et je suis obligé de Ouais, commencer bien par le sûr. début et de finir par la fin. Et là, je vois que la densité, qui est une... Ah oui, alors ce qui est intéressant, c'est est-ce que le long, c'est le dense? On a eu au C'est programme ça, de c'est la ça que je reviens. prépa le thème des récits brefs, Oui. et notre professeur nous a beaucoup répété, le bref n'est pas le court. C'est-à-dire qu'il y a une contraction du récit qui ne relève pas de sa taille physique. Donc peut-être qu'une œuvre longue, c'est pas exactement la même chose. Malgré tout, moi je considère que voilà, on a tous lu Anna Karenine. Moi, c'est ce que je considère comme étant un livre particulièrement long. Et moi, non. Ah Je bon? sais pas quoi Alors dire, mais vas-y. je trouve que justement la question de longueur et de densité intervient vraiment à ce moment-là. Pour moi, c'était une œuvre courte. Enfin, elle n'était pas brève, mais elle était relativement courte. Et ça m'a fait penser à la notion, je sais pas si vous en souvenez, on en a parlé il y a très longtemps en prépa, c'est Northup Frye qui expliquait justement que la longueur d'une œuvre était due justement à l'intérêt, à la projection de l'intérêt du lecteur sur cette œuvre-là. Et moi, pour moi, Anna Karenine, c'était une œuvre particulièrement courte. J'ai pas vu le temps passer en la lisant et je l'ai pas du tout trouvé si longue que ça. Ce qui est fou parce que Hyper intéressant. quand tu regardes la longueur des pages, enfin le nombre de pages, c'est pourtant plus gros que Béatrix par exemple, tu vois, et pourtant Ouais. c'est incomparable dans mon esprit. Ah, d'accord. Bah ouais, C'était quoi ton expérience de lecture, toi, avec Anna Karenine? bah moi c'était vraiment vraiment l'opposé. Alors ça veut pas dire que je l'ai pas aimé Anna Karenine, mais on va dire que dans la lecture, j'ai ressenti vraiment une longueur et presque un ennui, je dirais, qui fait un petit peu partie de l'expérience d'Anna Karenine pour moi. Et en fait, enfin, ça n'a pas du tout. Enfin, au contraire, l'ennui, je trouve, a donné quelque chose en plus à la lecture. Parce que c'était vraiment une espèce de cheminement un petit peu. Parce que c'est quand même une œuvre qui est à la fois aussi très philosophique. Parce que c'est. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est quand même une histoire de découverte aussi, de valeurs au-delà de l'amour et tout ça. Donc c'est vraiment très, 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 très ambitieux comme projet romanesque, Anna Karenine. Et pour ceux qui connaissent vraiment pas, bah, c'est 800 pages, je crois, 900 pages. Donc juste pour cibler, quoi. C'est même plus de 1000 pages, ouais, ouais. C'est souvent décomposé en deux tomes d'ailleurs. C'est ça. Oui. Chez Ouais. Garnier Flammarion, effectivement, ils ont deux tomes. Mais oui, non, moi, c'est vraiment pas comme ça que je l'ai vécu. J'ai vraiment, en plus, il y a quand même beaucoup de coupures. Ça me rappelle un peu ce que tu avais dit, un de tes amis américains dont la théorie principale est que, en fait, un bon roman ne doit pas Absolument. dépasser 300 pages, c'est ça? C'était un Exactement. peu le chiffre qu'il Il avait avait. dit en tout cas, c'était même pas une question de chiffres, il avait dit un bon roman n'est pas un roman long. Voilà, donc ça pour moi, déjà pour moi, ça c'est plutôt débattable. Ouais. Parce que du coup, c'est une expérience de. C'est Enfin, complètement contradictoire voilà. à mon expérience de lecture personnelle. Mais en tout cas, ce qu'on peut retirer, c'est que. Enfin, du coup, enfin, moi c'est ce que j'ai retiré, c'est que la longueur d'une œuvre, ça dépend un peu de la projection de l'intérêt, comme tu disais pour Northup Frye. Et toi, du coup, Vincent, pour Anna Karenine. Bah alors moi, c'était pendant le deuxième confinement. Ouais. Je l'ai acheté à ce moment-là et j'avais un temps vraiment très clair que je pouvais allouer à la lecture et je m'y suis astreint tous les jours. Ouais, Ce qui fait que je l'ai lu dans un temps relativement court. Par contre, j'ai vraiment passé du temps tous les jours et pour moi, ça a été l'expérience d'une lecture longue malgré tout. ouais. Pourtant, c'est pas une lecture qui m'a accompagné sur beaucoup de mois. Je l'ai lu vraiment vite en fait. Mm. Mais le fait de m'y astreindre tous les jours, mais comme un exercice, d'ailleurs, c'est la question que j'aimerais poser après, c'est est-ce qu'on en est encore capable? Moi, je sais pas si je suis encore capable de faire ça comme ça, à ce point-là. Ouais. Mais en tout cas, si je dis pas de bêtises, il n'a pas été publié d'un coup, Anna Karenine. Il me semble qu'il a été publié en fragments dans un journal, non? Oui, oui, c'est sûr. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est que nous, on l'expérimente comme une œuvre longue, mais en fait, il a été expérimenté comme fragment et c'était beaucoup plus simple, je pense, de le lire, étant donné que les lecteurs avaient largement le temps d'attendre le prochain numéro et ils ont suivi cette histoire sur plusieurs années, je crois d'ailleurs. Donc Oui. c'est pas du tout
tout la même expérience qui a été prévue initialement. On sait même pas si Tolstoï avait vraiment une idée de la fin quand il a commencé. Donc c'est ça nous fait imaginer tout autrement ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous avez parlé de projection et de motivation. Ça, c'est super intéressant. C'est qu'il y a un aspect motivationnel et peut-être que c'est ça qui rend la lecture longue et qui empêche toute lecture qu'on aurait l'impression d'être trop extensive. C'est comment trouver de la motivation dans la lecture, et est-ce que il n'y a pas plein d'autres médiums aujourd'hui qui nous empêchent de trouver cet aspect motivationnel et cette attention dont on parle aujourd'hui? Euh, Il m'a tendu le micro avec de telles intentions. Dans ton regard, une réponse. Non, mais en fait, c'est drôle, ça me faisait penser à un essai que j'avais lu il y a très très longtemps. C'était un essai de sociologie, si je dis pas de bêtises. Je sais plus quel est le nom du sociologue, mais en gros, il expliquait que c'est pas dans la nature de l'homme, historiquement et sociologiquement, de s'intéresser à des œuvres longues, enfin d'être dans le temps long. L'homme a été formaté, en tout cas depuis la nuit des temps, pour justement répondre à des besoins immédiats et donc du coup à s'astreindre rapidement à quelque chose, dans le but ensuite de passer à autre chose. Et c'est pour ça que tant d'essais ont été écrits. Pour référencer par exemple les contes ou pour référencer les contes de fées qui étaient si populaires à l'époque parce que ça rentrait justement dans ce besoin, dans cette motivation de l'immédiat, c'est-à-dire lire, découvrir une histoire, l'appréhender extrêmement rapidement et ensuite voilà, on passe à une autre, etc. et continuer. Et donc c'est drôle maintenant de se dire que bon, on revient peut-être justement sur cette première vision du temps, le temps court et qu'on n'est plus trop capable de justement passer à un temps long pour mille raisons dues à notre époque, à notre siècle. Et il y a peut-être une part de vérité, peut-être qu'on revient à nos besoins primaires en tant qu'être humain. Oui, je pense que c'est encore plus vrai parce que là, du coup, on parle beaucoup de romans depuis le début. Et le roman, Je c'est... sens qu'il veut nous parler de musique et de Non, mais après, promis. Mais c'est vrai que le roman, c'est quand même un peu... c'est l'art de... Enfin, c'est l'oisiveté, c'est la forme littéraire qui est réservée à la classe bourgeoise dès son commencement. Même la classe aristocratique, pardon, ne réservait le roman à ces moments de distraction. C'est ceux qui ont le temps qui lisent. Voilà, c'est ceux qui ont le temps qui lisent, exactement. Et moi, ce que tu dis là sur le genre aussi, ça me rappelle beaucoup ce que disait Roland Barthes sur le plaisir du texte, quand il parle de Proust, en disant qu'on ne peut pas lire, par exemple, Proust de la même manière à chaque fois. On va Ouais. tirer des passages qui seront différents à chaque lecture. Et en fait, ça, je pense, c'est une manière d'être très réaliste et de se dire, en fait, on n'est pas capable, je veux dire, en tant qu'être humain, d'intégrer une œuvre de manière globale et même de tirer du plaisir globalement. Donc en fait, il faut juste... Et là, du coup, on va peut-être enchaîner sur un autre point d'attaque de l'épisode qui sera genre un peu nos méthodes à nous pour survivre à la longueur d'une œuvre. Mais en fait, il faut juste rentrer dans l'œuvre avec cette espèce de réalisation et on sait qu'on ne va pas pouvoir englober l'œuvre entièrement. Donc, qu'est-ce qu'on va retirer de nous, en fait? Qu'est-ce qu'on va choisir de retirer consciemment ou inconsciemment? Et ouais, c'est là que du coup, ça rentre plus dans des considérations de psychologie ou même d'intention esthétique du lecteur, quoi. Comment le lecteur recrée l'œuvre après. Mais ouais, non, c'est. Mais d'ailleurs, ouais, c'est pour ça que je posais la question, vous, du coup, dans votre vie de lecteur, de spectateur, comment vous faites pour appréhender une œuvre et pour vous dire. Parce que Vincent, tu disais que toi, c'était vraiment un truc qui te posait problème aussi, et tu le sens. Et moi aussi, c'est vrai que je le sens de plus en plus, j'ai du mal à m'attacher aux œuvres longues. Toi, quelles sont tes stratégies en fait que tu développes pour bah, justement essayer de contrer un peu le phénomène ambiant Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai ce problème, c'est que quand je lis, il y a un moment où mon attention va finir par déraper et je vais me retrouver happé par mon téléphone ou par quelque chose parce que on est toujours dans une espèce d'anxiété qui est liée à l'inactivité et c'est quelque chose qu'on aime de moins en moins. Euh, on aime être oisif, mais on n'aime pas ne pas être stimulé. Et c'est marrant parce que je travaille un peu sur l'ennui en ce moment. Et l'ennui, normalement, est là pour nous réorienter vers un autre objet d'attention qui permette de nous stimuler davantage. Normalement, c'est quelque chose qui est bon, qui est très positif. Et le problème, c'est que moi,
il peut m'arriver de ressentir de l'ennui dans une lecture que je suis censé apprécier. Donc évidemment, ça peut paraître complètement bête, mais essayer de se distancer de son portable. Et surtout, j'ai remarqué qu'il y a des moments de la journée qui s'y prêtent beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Au début de la journée, si je suis pas encore shooté aux informations et aux réseaux sociaux, c'est un temps qui est beaucoup plus intéressant à allouer à la lecture. Avant d'être pris dans le flot de la journée qui a du mal à s'interrompre. Donc moi je dirais que c'est comme ça que j'appréhende la lecture de livres un peu plus exigeantes, hein, Marine. En fait, c'est étrange parce que j'ai une envie et un besoin et c'est des choses qui sont complètement opposées. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus envie de lire des œuvres longues. J'ai beaucoup de mal à lire une nouvelle, à lire un conte. Pour moi, c'est quelque chose de... C'est pas agréable. Ça rejoint tout ce qu'on s'était dit en prépa sur le fait qu'on crée un univers et que les personnages arrivent aussi rapidement qu'ils disparaissent. Et j'ai beaucoup de mal justement à m'accrocher à un univers qui est si fluctuant, qui peut disparaître aussi vite qu'il est arrivé, j'ai pas d'attache avec ça, donc du coup j'ai plus de difficultés à me concentrer. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ben, ça me fait mal de me dire que j'ai l'impression de pas organiser mon temps comme il faudrait parce qu'effectivement j'ai si peu de temps pour lire contrairement à avant et j'arrive pas justement à me plonger dans une œuvre avec je sais pas, tout l'enthousiasme. Donc, enfin, je sais pas, il y a une vraie dichotomie entre mes aspirations et entre la réalité des choses. Donc oui, j'adore lire des œuvres longues. C'est pour moi le meilleur type de lecture possible. Mais d'un autre côté, avec le peu de temps que j'ai, comment m'y astreindre, comment ne pas ensuite culpabiliser en me disant ça fait 2 mois que je suis sur un livre alors que ben, j'ai Mhm. tellement d'autres choses à lire et j'aimerais tellement avancer, mais en même temps, bon, ben, c'est C'est- comme ça, hein. ouais. Parce que je pense qu'en fait, on est un peu tous torturés. Vu qu'on a quand même fait une prépa aussi, voilà. On a une espèce de formation littéraire qui nous force un petit peu à avoir des exigences de lecture. Et genre, enfin, c'est comme. Enfin, du coup, je rebondis encore là-dessus parce que il y a un auteur, donc Philippe Roth, qui disait par exemple si tu lis un roman en moins de une semaine, en plus d'une semaine, pardon, tu n'auras pas l'expérience optimale de lecture du Mais ça, roman. c'est impossible. Je veux On dire, peut pas. Enfin, moi, enfin, ça m'est pas arrivé depuis super bah, longtemps. on est d'accord. Je veux dire, Ouais. c'est quand même super exigeant, c'est Ouais. j'irais presque élitiste d'ailleurs, parce que Ouais. je veux dire, on n'a pas On tous n'a le pas temps le de temps. lire. C'est très élitiste. Ça Ouais. revient à une Et version, ce que tu as dit, à la vision très bourgeoise oui, justement de la lecture. mais je veux dire, ça aura beau être vrai esthétiquement parlant, je veux dire, là, là c'est un autre débat encore une fois. Comment est-ce qu'on fait pour, dans ce cas-là pour forcer les gens à lire des romans en moins d'une semaine? Je veux dire, mais Anna Karenine en moins d'une semaine, je veux bien croire que certains professeurs l'aient fait, mais je veux dire, bon, bah, malheureusement, on peut pas tous le faire. Mais, mais moi, du coup, pour rebondir là-dessus, moi, c'est un peu l'inverse, parce que pour les œuvres courtes, moi, j'ai vraiment tendance à préférer les œuvres courtes, parce que je les trouve beaucoup plus intenses, justement. Et moi, pour la musique, Ah, particulièrement, je vais avoir enfin, une attirance particulière pour les œuvres fragmentaires ou pour des passages justement. J'apprécie fortement certains passages que je réécoute souvent, mais ça c'est pas pour tout le monde. Enfin, je veux dire, la musique voilà. On a souvent tendance à répéter les passages qui nous plaisent. Et moi particulièrement du coup bah, pour l'opéra, moi l'opéra c'est un peu mon, enfin, péché mignon. c'est un peu ma tâche, c'est la tâche aveugle quoi, parce que je sais jamais trop comment aborder une forme musicale qui est aussi longue, parce que franchement la musique à apprécier sur un temps aussi long, c'est peut-être la forme la plus exigeante dans l'art. Je veux dire, c'est quand même, c'est un défi cognitif, un défi esthétique énorme, quoi. Et moi, j'ai interrogé pas mal de personnes qui étaient bah, fans d'opéra aussi. Et à chaque fois, on me disait, mais en fait, non, j'aime l'opéra pour cet air-là, pour ce passage-là. Et je reviens du coup à ce que je disais avant. En fait, je pense qu'il faut arrêter d'idéaliser l'espèce de dandy artiste, dandy spectateur ou artiste d'ailleurs, qui aurait une vision totalement globale comme ça, une espèce de compréhension intégrale à 100% d'une œuvre. Et peut-être que elles sont pas créées comme ça aussi les œuvres. Peut-être que ne pas avoir une vision intégrale de celle-ci rajoute quelque chose que tu n'aurais pas si tu l'avais d'un coup, si tu avais tout en tête. Oui. Quand tu relis un passage, quand tu te replonges dans une œuvre, que ça te rappelle ce que tu avais lu, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a plus chamboulé à un moment donné qu'un autre. C'est pour ça que justement l'expérience de lecture est différente. À chaque fois que tu lis un livre, tu te souviens pas des mêmes choses, certains détails ressurgissent, c'est ça qui participe à la lecture, Mm. ou au visionnage, ou à l'écoute. Oui. Et les films. Oui, les films. Mais alors, les films, j'y ai pensé, mais j'ai l'impression quand même on a un peu moins de mal à voir des films longs. J'ai l'impression que globalement,
ne serait-ce qu'Hollywood propose des films de plus en plus longs. Mais c'est ça, hein. Et j'ai pas l'impression que ça arrête grand monde, mais justement parce que ce sont des films et c'est quand même pas la même exigence qu'aller voir un opéra ou que lire un livre, je pense. Donc, mais de la même manière que on a moins de mal à se concentrer, mais le nombre de personnes qui vont binge-watcher toute une série en une nuit et qui vont rester 7 heures ou 8 heures devant la même série, ça c'est quand même une attention qu'ils arrivent à maîtriser. Donc je pense que c'est parce que ce sont des contenus qui ont un rythme très effréné et qui soutiennent tout le temps l'attention du spectateur. Il n'y a pas tant d'efforts à faire en fait, puisque tout est organisé pour ne jamais perdre la personne qui regarde. Donc je pense que les films arrivent à passer outre ce problème-là. Si on exclut tout ce cinéma très lent qu'on aurait sans doute plus de mal à visionner aujourd'hui. Mais de la même manière que voilà, on lit. Enfin, le problème c'est qu'on lit moins d'œuvres longues, mais le problème c'est aussi qu'on lit moins tout court. Ça c'est encore un autre problème, mais voilà. Mais tu sais, c'est super drôle parce que The Guardian a publié il y a quelques mois un article qui reprenait un sondage en disant, ok, est-ce que les gens lisent plus, est-ce que les gens lisent moins? Et était sortie de ce sondage une étude d'un journaliste qui s'appelle Michael Carr et qui avait expliqué que les gens avaient tendance justement à regarder beaucoup de séries parce qu'il y avait une continuité d'univers et il préconisait pour que les gens lisent plus de faire exactement la même chose en lecture, c'est-à-dire pour lire plus, pas nécessairement de lire des œuvres plus longues, pas nécessairement de lire des œuvres plus courtes, mais de privilégier des séries, c'est-à-dire des opus et des tomes qui se poursuivaient, qui prolongeaient un univers, c'est-à-dire de la même manière qu'on peut se plonger dans une série et la suivre pendant très très longtemps parce qu'on est attaché aux personnages, parce qu'on les attend, parce qu'on attend leur retour, et bien justement privilégier des livres qui ont une continuité. Dans ces cas-là, voilà, je sais pas très bien si on fait référence particulièrement à un genre de livre, mais et je pense à la fantasy ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est ce qui était préconisé dans cette étude-là. J'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, la temporalité n'était plus vraiment dans le volume. Parce que, effectivement, tout ça, ça peut être des trilogies, mais ça peut être aussi des suites interminables de livres qui sortent d'année en année. Mais c'était vraiment sur la capacité à être intéressé par une œuvre et la garder sur le temps long. Mais ça pose quand même la question de savoir est-ce qu'on doit s'adapter à cette nouvelle demande des spectateurs qui ont des déficits d'attention. Est-ce que l'art doit s'adapter à cette nouvelle à ce nouveau paradigme? Donc, est-ce qu'on est obligé d'écrire des livres qui justement sont en série et qu'est-ce qu'on fait des autres livres et qu'est-ce qu'on fait des classiques qu'on ne lit plus. Moi, je me suis demandé un peu si certains auteurs avaient évoqué cette espèce de bon comportement du lecteur, comme un lecteur qui s'acharnerait sur une lecture, qui ne la quitterait pas facilement. Je sais que André Gide dit par exemple que les lecteurs paresseux, ça ne l'intéresse pas. Il dit lecteurs paresseux, passez votre chemin. Mais quand on regarde, par exemple, Louis, tu évoquais Proust. Proust a écrit un petit opuscule sur la lecture. Mais en fait, il ne parle pas de l'attention à la lecture. On sent que c'est complètement évidemment, qu'il faut lire. De la même manière, Virginia Woolf aussi a écrit alors ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais elle a écrit un petit texte sur The Good Reader enfin bref, mais de la même manière, elle ne parle pas de ça. Ça lui semble évident qu'évidemment, il faut s'astreindre à la lecture, il faut s'acharner dessus. Le bon lecteur, c'est au contraire celui qui sera indulgent avec l'artiste et qui se mettra à sa place. Mais évidemment qu'un lecteur, par définition, doit lire ce qu'on lui propose et doit ne pas s'arrêter. Donc, je me demande dans quelle mesure est-ce que les écrivains doivent s'adapter ou alors au contraire continuer à être exigeants envers leur lectorat et c'est au lectorat lui-même de s'adapter et de faire les efforts qu'il a perdus au fil du temps. Je pense que c'est une question qui honnêtement est super ouverte et même qui nous entraîne sur d'autres champs, même de la création, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est vrai que tu as raison, pour les écrivains, en général, pour ceux qui. En fait, c'est un peu un problème à chaque fois pour n'importe quel médium. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de niveau à atteindre.
pour en fait avoir une compréhension globale d'une œuvre et plus généralement du médium artistique. Enfin, la question de l'exigence n'est même pas à poser en fait. Mais ce qui veut dire qu'en fait nous notre niveau de réflexion se situe peut-être à un niveau qui est beaucoup plus je dirais de médiation en fait, médiation culturelle. Mais mais c'est vrai que nous qui avons quand même eu une formation, et je dis pas ça vraiment pour nous, pour qu'on s'auto-applaudisse, c'est juste qu'on a eu une formation littéraire qui est quand même assez exigeante. Malgré cela, on a quand même des difficultés aujourd'hui à s'adapter à la lecture. Donc en fait, quel est le niveau de lecture attendu pour avoir une compréhension globale des œuvres? En fait, ça existe. Enfin, je veux dire, et là, j'imagine qu'il y a aussi la question du tri de la consommation des biens culturels. Horrible expression. La fait science, non? Non, mais je veux dire, horrible expression, mille fois critiquable. Et qui veut dire aussi en fait qu'on on a du mal à trouver du temps en fait, pour choisir ce qu'on veut lire ou ce qu'on veut consommer, quoi. Voilà. Mais je réalise simplement que vous m'avez pas dit tous les deux quelles étaient vos stratégies pour aborder une œuvre longue. Oui, c'est vrai. Marine, tu veux commencer? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Enfin, d'un point de vue généralisé, c'est ce que je disais par rapport à cette étude, peut-être trouver un univers dans lequel on se plonge volontiers. Je sais par exemple que moi, quand il y avait j'ai eu ma phase d'Albert Cohen où j'ai voulu absolument me plonger dans cet univers-là en commençant par Solal et en terminant par Belle du Seigneur qui est objectivement une œuvre longue. Et c'est parce qu'on se plonge dans cet univers-là que du coup on a cette volonté d'y retourner le plus fréquemment possible et c'était vraiment un désir pour moi que de me replonger voilà, dans quelque chose qui m'avait parlé. Sous de multiples aspects. J'ai pas énormément de stratégie parce que qui dit stratégie dit que j'ai trouvé une façon de m'astreindre enfin, à des lectures longues et en tout cas d'aborder certains livres d'une façon plus sereine, ce qui n'est pas le cas. Je sais que ça varie en fonction des moments et de mes besoins aussi et de ce que j'ai envie. L'année dernière, qu'on a lu un Dickens, c'était les grandes espérances, Ouais. en français, oui, qui était plutôt long. J'ai pas trouvé ça particulièrement ardu à lire. En revanche, comme je l'ai dit, il y a des œuvres beaucoup plus courtes qui me prennent parfois des semaines et j'en vois vraiment pas le bout du tunnel. Enfin, vraiment Camus, Ouais. par exemple, qui est La Peste, qui est pas une œuvre longue. Ouais. Pour moi, c'était terriblement long à lire parce que, pour mille raisons dont je Ouais. n'entrerai pas dans les détails là, c'est pas le sujet, mais voilà, pour moi, c'est pas une question de longueur, c'est vraiment une question du contenu du livre et comment s'astreindre, comment aller jusqu'au bout, comment persévérer et voir si ça répond à des besoins personnels ou si c'est plutôt des Voilà. besoins culturels, tu vois. Oui, ah oui, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que à partir du moment où on commence à percevoir la lecture un peu froidement, Ouais. comme une sorte de projet culturel ou juste pour cocher Ouais. qu'on a lu le livre, Oui, un livre, ouais. déjà c'est pratiquement foutu pour Ouais. pour l'expérience de lecture. Et oui, je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'on a une espèce de. Chacun, je pense, a ses périodes de lecture favorites. Il y aura des phases de lecture où on va se sentir absolument engouffré dans une œuvre. Et là, je vais citer du coup une invitée récurrente du podcast, enfin récurrente, qui est venue une fois, mais donc qui nous avait dit il y a un an qu'elle avait en fait totalement abandonné la lecture de romans pour la remplacer par une lecture de pièces de théâtre, uniquement Racine en plus. Donc c'était très spécifique. Mais donc lecture courte entre guillemets, mais en fait plutôt longue finalement parce que c'est une œuvre entière de Racine. Et oui, et là en fait on se rend compte que on n'est pas censé être des machines non plus. C'est-à-dire que je pense que même les auteurs, les grands auteurs, quand ils lisaient Balzac, quand ils lisaient Walter Scott, quand Hugo lisait, quand Proust lisait tout Balzac, je veux dire, c'est des phases de lecture peut-être qui étaient déclenchées par une passion. Puis ils ont chacun eu leur temps de battement. On parle pas beaucoup par exemple, de Hugo qui a eu 2 ou 3 années de vide total de lecture au moment de son exil, parce que c'était pour des périodes, c'était pour des périodes créatives, j'imagine aussi, c'est parce qu'il écrivait, donc il y a d'autres raisons. Mais il faut aussi voilà, se rendre compte de ça. Donc moi, mes stratégies de lecture, en fait, de maintien, j'en ai pas vraiment non plus, en fait. J'avoue que c'est un peu par phase. Voilà, je pense que ça fait un bon. À part si vous avez d'autres trucs à rajouter. Est-ce que vous, il y a une œuvre longue, enfin, que ce soit peu importe un livre, un film ou un morceau ou quoi, que vous avez particulièrement envie d'appréhender rapidement? Et qu'on ne connaît pas encore ou... Quelque chose, un projet de lecture, un projet d'écoute, un projet de visionnage où vous vous êtes dit, ok, ça c'est vraiment une montagne à franchir parce que c'est trop long, mais j'ai vraiment besoin de le lire, j'ai vraiment besoin de le voir. Moi, littéralement, moi c'est la montagne magique de, de Thomas Mann, donc c'est trop drôle que tu dises ça. Parce que du coup, là, je suis en train de faire une lecture complète de Thomas Mann, et j'en ai
il y a ce fameux roman donc, que tout le monde lit, qui est réputé pour être énorme et surtout qui joue un peu avec l'ennui du lecteur. Et moi, je suis terrifié par cette œuvre, donc je vais absolument la lire et je vais vous dire ce que j'en ai pensé après, parce que apparemment ça a vraiment été conçu comme un espèce de défi. Voilà, Vincent. Mais je réfléchis, mais là, j'ai rien en tête. Pourtant, j'ai eu tellement de pulsions de lecture d'œuvres longues en philosophie, beaucoup que j'ai abandonné. On a failli perdre le micro. Mais il est là. Il s'est fait le coup du lapin, Non, mais il est revenu à la vie. Mais et puis je pense qu'il faut aussi suivre ses pulsions. Euh, je pense que on commence jamais un livre de toute manière pour les mêmes raisons pour lesquelles on le finit. Jean Kelevitch a ce mot-là pour l'aventure. On commence toujours l'aventure par légèreté et puis on la finit par tragédie. Et je pense que pour un livre, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, on n'a pas commencé l'intrigue par définition, donc on le finit pour l'intrigue, mais en fait, on le commence par quoi? Par réputation du livre, par son titre, par intérêt personnel, par conseil, ou parce que c'est un cadeau. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à se laisser happer par cette pulsion de la lecture. Et puis, une fois qu'on y est, ne pas s'y astreindre par défi, mais trouver éventuellement cet élément motivationnel qui réside dans la diégèse même. Voilà, donc j'ai rien de précis en tête. Mais voilà. Même pas une œuvre philosophique. Même pas une note philosophique, mais il y a un an, je t'aurais dit l'éthique. Ouais. Et j'en ai lu des fragments, mais je ne m'y suis pas confronté frontalement. Et j'ai plus très envie de le faire. De la manière que j'avais très envie de lire Le Monde comme volonté, comme représentation de Schopenhauer. Et en fait, je ne l'ai jamais fait. Mais peut-être que ça me reprendra comme envie plus tard. Pour l'instant, mais ça vous le savez, je commence comme Mac McCarthy, on l'a dit dans le précédent podcast, c'est pas nécessairement une œuvre longue, quoi. Si, c'est quand même 500 pages, c'est quand même un Pas bon mal, petit hein. bébé. Ouais. Mais je l'appréhende pas comme une œuvre longue, en tout cas, je l'appréhende comme une œuvre dense. Mais peut-être que la lecture m'avisera de quel type d'expérience c'est. Marine. Personnellement, comme livre, j'ai plein de projets. Parce que justement, je sais que j'ai envie de lire telles œuvres et que j'attends le moment idéal pour les lire. Donc c'est pas que voilà, cette œuvre est trop longue pour moi, c'est que je sais qu'il faut que je sois dans un état d'esprit particulier ou qu'il y ait quelque chose qui se passe, un espèce de déclic pour que justement l'expérience de lecture soit pas fastidieuse, mais au contraire qu'elle puisse avoir lieu pleinement pour aller à la découverte de l'œuvre. Et je pense que ça demande une certaine humilité aussi, c'est-à-dire accepter de se confronter à une œuvre, quelle que soit sa longueur, et se dire, ok, puisque tout fonctionne par pulsion, il n'y a pas non plus d'échéance à avoir lu telle œuvre avant tel âge ou d'avoir vu tel film ou... C'est en ça que la notion de classique ou oui, voilà, de classique est aussi peut-être un peu parfois surfaite, mais donc du coup, puisque je l'avais dit tout à l'heure, mais par exemple Belle du Seigneur, je sais que je veux la lire, enfin je veux vraiment lire ce livre. Je sais aussi intensément que c'est pas le moment, que j'ai pas envie de le lire maintenant. Donc c'est encore une fois une expérience dans le temps long, c'est quelque chose qui va arriver à terme, je le sais, mais il y a pas de rush, enfin il y a pas de, il y a pas voilà, d'exigence à la lire maintenant. Donc peut-être que tout revient aussi, voilà, à ce qu'on a dit, l'idée de pulsion. Peut-être que l'être humain ne marchant que par pulsion aussi, c'est pas grave, justement, d'accepter que ces pulsions viennent et disparaissent. En fait, il faut juste apprendre à tirer le plus de ces moments de passion, j'ai Absolument. l'impression. Parce que c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on a des pulsions qu'à chaque fois on est dégoûté de la moindre chose. Je pense qu'il faut, parce que on a chacun eu ici des espèces de, je pense, de moments, de phases de lecture où on a retiré des auteurs préférés, des passages préférés. Et peut-être on ne les relirait pas aujourd'hui avec le même plaisir, mais au moins on garde un souvenir de ces passages-là. Et bon là du coup on est un peu hors sujet, mais c'est pas grave, c'est quand même, c'est quand même un peu, Mais ça compte, je pense, d'une certaine manière. voilà, c'est quand même à prendre en compte pour la lecture. Et moi je voulais juste rajouter du coup pour la musique parce que j'ai pas dit pour la musique, mais juste pour une œuvre longue, moi là, bon c'est un peu la réponse cliché, mais c'est le cycle, enfin, la tétralogie de Wagner que qui est vraiment bah, en fait qui est très très long quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages où on s'ennuie, d'autres où on pleure parce que c'est magnifique et en fait on se dit bon bah, en fait j'ai pleuré pendant les 10 dernières minutes, mais bon pendant tout l'opéra je me suis posé la question de ce que je faisais là, mais bon c'est quand même non mais je suis très très sévère, mais c'est connu aussi pour être une œuvre particulièrement difficile à appréhender. Voilà. Écoutez, je crois que ça peut clore cet épisode sur la longueur. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter, peut-être
d'impression sur la longueur de notre épisode. Enfin, je trouve qu'on a été plutôt clair et concis. On a chacun un petit peu dit ce qu'on avait à dire là-dessus, sans trop être pédagogue, méprisant. Là, c'était un peu le danger parce que. Non, mais oui, c'est vrai qu'on voulait pas être moralisateur ni donneur de leçons parce que nous-mêmes, on est aussi victimes de ces petits déficits de l'attention qui peuvent relever aussi d'un petit défi pour nous. Donc voilà, en tout cas, on espère que vous aurez su maintenir votre attention à cette œuvre longue qu'est ce podcast. Et ouais. Et on vous retrouve pour un prochain épisode avec. Avec moi. Non, on vous retrouve pour un prochain épisode à venir. De toute manière, on va publier la suite des projets parce qu'on a de beaux projets qui arrivent, de belles idées aussi. Donc on a hâte de vous retrouver pour ça. Et on vous souhaite aussi de belles fêtes à venir. Et Belle beaucoup fête à de tous. livres sous le sapin. Plein de livres, et de musique, et de films. Bisous.